Rémi est double actif. Il est enseignant dans plusieurs écoles supérieures et également apiculteur professionnel. Rémi a passé son BPREA, son brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Il utilise des ruches en format dadon avec une spécificité puisqu'il utilise la spécificité Hoffman. Rémi a une centaine de ruches et son point fort est d'aller à la rencontre des agriculteurs, à la rencontre des revendeurs de miel. Rémi vend son miel sur le marché, également auprès des épiceries fines à Lyon. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture. Dans cet épisode, j'interviewe Rémi, un apiculteur que j'ai rencontré sur un marché à Lyon et qui tenait son stand de vente de pots de miel. Rémi a aménagé son temps afin d'être enseignant, surtout en période hivernale, et il consacre son temps à ses ruches, surtout au printemps et en été. Bonne écoute. Bonjour Rémi. Oui, salut. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît ? Alors, écoute, moi je m'appelle Rémi, je suis apiculteur pluriactif depuis 10 ans. Je crois que ça va être ma 10e année cette année. À côté, je suis premièrement enseignant d'anglais dans des écoles supérieures sur Lyon. Et puis à côté, on va dire que j'ai un mi-temps d'apiculteur depuis 10 ans. 10 ans. T'as commencé l'apiculture de zéro il y a 10 ans. Non, j'ai créé l'entreprise il y a 10 ans. D'accord. Donc avant, j'avais quelques ruches, j'avais une dizaine de ruches en amateur, et puis après j'ai fait un BPREA. Et puis j'ai lancé la boîte juste après le diplôme, quoi. Par curiosité, c'est quel format d'entreprise que c'est société, c'est EURL, auto-entreprise? C'est une EI agricole. EI agricole, ok. Généralement, c'est ce qui est fait par les agriculteurs. En général, oui. Après, il y en a qui font des GAEC, etc. Mais c'est vrai que c'est une entreprise individuelle, exploitation individuelle. Ok. Tu habites à Lyon? Alors, au début où j'ai commencé l'apiculture, j'habitais à Lyon. Je faisais les allers-retours parce que moi j'ai repris. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la ferme de mes grands-parents qui étaient producteurs de légumes et de vaches à lait. Donc moi j'ai repris les bâtiments, je les ai réhabilités pour la pratique de l'apiculture, ce qui m'a permis d'avoir un pied-à-terre justement pour l'activité agricole, on va dire, et de vivre sur Lyon la plupart du temps. Et puis là, il y a 2 ans, j'ai déménagé, donc j'habite au-dessus de Vienne, à Sessuel. J'habite en couple à Sessuel et je fais les trajets pour aller à Lyon et pour aller sur l'exploitation. D'accord. Et ton exploitation qui compte combien de ruches ? Ça va dépendre des années, selon la perte, etc. Mais en général, j'essaie de tourner comme je t'ai dit, à un mi-temps. Donc pour moi, un mi-temps, c'est une centaine de ruches, quoi. C'est une centaine de ruches, ok. Ouais. D'accord. Et t'arrives à bien répartir ton temps entre l'apiculture et ton rôle de professeur ? Ouais, si, ça va, ça marche bien. Après, j'ai tout le temps fait pour qu'une activité n'empiète pas sur l'autre. Donc c'est vrai que j'ai des emplois du temps, par contre, qui sont très pensés, calibrés. Surtout qu'en plus, je suis enseignant dans plusieurs écoles. Donc, si tu veux, il faut aussi que les emplois du temps coïncident. Mais bon, après, ça fait quand même enseignant, ça fait 16 ans. Ça a souvent été, moi, je suis salarié, je suis dans tout le temps les mêmes écoles, on va dire. Donc, si tu veux, les emplois du temps sont calibrés pour les 2 activités, quoi. D'accord. Ça suppose d'arriver à réunir en un seul bloc, de vraiment condenser toutes les heures de cours. Ouais, c'est pas mal condensé, mais après c'est condensé moi sur septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, on va dire. Là, je suis à fond sur les cours, sur 4 jours dans la semaine. Le vendredi, c'est vendredi et en gros le dimanche, ça a toujours été pour la boîte de l'apiculture. Donc, le vendredi est déjà dédié à la boîte. Et puis après en saison, vu que je suis dans le supérieur, les courses diminuent fortement à partir d'avril. Donc moi, je commence ma saison avec pas mal de temps libre, ouais. Ah, c'est parfait, ouais. Ouais. Et puis je me réserve quelques temps pour les vacances l'été, quoi. Et c'est quoi ton but en tant qu'apiculteur ? Est-ce que c'est surtout la vente de miel ou autre, ou d'autres produits de la ruche ?
Et aussi, quelle variété de ruche tu as? Est-ce que tu es sur la d'Adam ou un autre type de ruche? Alors, moi, quand j'ai fait la formation, si tu veux, ma logique, vu que je voulais rester enseignant, j'ai jamais voulu faire que apiculteur. J'y ai pensé à un moment, et puis quand j'ai fait mes stages, ça m'a vite confirmé que je voulais quand même garder un pied dans l'enseignement. Et du coup, ma logique, ça a toujours été d'essayer de rentabiliser mes déplacements et mes gestes sur l'apiculture. Si tu veux, au tout début, j'avais acheté un peu du matériel d'occasion, etc. Et puis je m'étais rendu compte que j'avais du matériel enfin, j'avais des ruches différentes les unes des autres, etc. Et en fait, ça allait pas sur le rucher, parce qu'il fallait tout le temps que je réadapte mon matériel. L'ouverture des ruches n'était pas la même, c'était pas le même geste. Donc, si tu veux, après, j'ai tout uniformisé. Donc, je suis parti sur du Dadan Hoffman. Hoffman, trop bien. Ouais, ouais. Bah, à l'époque où j'ai fait ma formation, tous mes maîtres de stage, c'était que du Hoffman. Du coup, et c'est vrai que je suis resté sur du Hoffman parce que je trouve que c'est le plus pratique, dans le sens où t'enlèves un cadre, t'es pas obligé enfin, tu peux ouvrir ta ruche, prendre le cadre où tu veux, sans forcément passer par les cadres de rivet, etc. Je trouve qu'il y a une meilleure maniabilité de la ruche. Et après, vu que les éditeurs en fait connaissent pas forcément Hoffman, oui, cadre Hoffman, en fait, en fait, les ruches ont une sorte de glissière. Enfin, plutôt que d'avoir des créneaux, une crémaillère comme sur un château fort, et là on met les cadres dans cette crémaillère là. Donc parfois il y en a 5, 6, 7, ça dépend de la taille de la ruche. Et bien là, Hoffman, ça veut dire que c'est une crémaillère. Enfin, c'est lisse, les bords sont lisses, et du coup les cadres ont une bordure un peu plus épaisse, sont un peu plus larges, pour éviter que les abeilles s'écrasent. Mais c'est beaucoup plus facile de manipuler dans la ruche, et même remettre ton cadre dans la ruche. Voilà, puis tu peux interchanger les cadres facilement, etc. Ouais. D'accord. C'est plus cher les cadres Hoffman? Je crois que c'est un tout petit peu plus cher, mais tu les achètes où? Alors on peut citer des noms. Oui, tu peux citer des marques. Bah, j'ai commencé chez ICO, oui, comme beaucoup. Je continue toujours un peu sur certains, on va dire, sur certains objets, enfin matériels dont j'ai besoin. Je passe un peu chez Naturapi aussi. Voilà, j'essaye ouais. ICO, je suis de moins en moins content en fait parce qu'il y a eu vraiment une baisse de la qualité par rapport au début où j'ai commencé. Sans pour autant partir dans un militantisme contre ICO, hein, mais j'ai vraiment noté, même sur les protections, les gants et tout, une baisse de la qualité. Et du coup, je suis allé chercher un petit peu ailleurs, un peu plus de qualité, quoi. D'accord. Quitte à mettre le prix, quoi. Est-ce que ICO veut devenir le Amazon de l'apiculture? Je sais pas. Hein, avec beaucoup de références je sais pas, voilà, mais il y a énormément de références. Ils sont leaders du marché en France et en Europe. Ouais. Ils ont racheté Centre d'Api, etc. Donc ils sont dans une grosse logique de groupe. Ouais. Donc après, les logiques de groupe, il y a des choses très bien, mais il y a aussi pas mal de rentabilité qui est visée. Ouais, d'accord. Ok. Et donc plutôt du Dadan, plutôt du Hoffman, très bien. Voilà. Donc par le souci d'uniformiser mes ruchers. Et du coup, quand je me déplace, de pas perdre du temps à réadapter à chaque fois le geste, voilà. Et cette logique cette logique, tu vas la retrouver dans toute ma pratique, en fait. C'est vraiment la base. Moi, la base de mon apiculture, c'est une apiculture qui me permet d'être double actif à côté. Et ton objectif, en étant apiculteur, est-ce que c'est surtout la production de miel ou tu vises un peu autre chose à côté? Alors, j'ai toujours visé la production de miel. J'ai été formé chez un gros producteur de miel dans le sud, et puis après j'avais fait un stage chez une femme qui fait de la gelée royale, parce que je voulais voir justement cette production de gelée royale. Et puis surtout quand tu vas faire de la gelée royale, tu travailles beaucoup l'élevage, parce que c'est les gestes de l'élevage qui sont pour cette production là. Je me suis vite rendu compte que je me tournerais plus vers la production de miel, dans le sens où la gelée royale, c'est tellement scolaire et c'est tellement organisé, que moi, mon métier de prof, il est déjà tellement organisé que je voulais vraiment une production à côté qui soit un peu plus libre, un peu plus élastique. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, s'il pleut un après-midi, je peux pas aller au rucher, je peux le décaler au lendemain sans problème, ce qui est pas possible avec la gelée royale, quoi. Exact. Je voulais pas deux métiers complètement structurés, quoi. Oui, je comprends. Ok. Comment tu définirais ta pratique de l'apiculture? Est-ce que ce serait plutôt une apiculture qui est assez vers la production, mais est-ce que, par exemple, le bio t'intéresse? La transhumance aussi?
Alors, moi, j'ai une apiculture. Alors, je suis pas, comment dire, le bio m'a intéressé au début et j'ai essayé de driver mes ruches avec une pratique bio sur les 2 premières années. Et puis après rapidement, et c'est là aussi où ça va tu vois, quand je te dis que c'est la rentabilité du geste et qui puisse me permettre d'être double actif qui va primer, c'est que j'ai essayé bio, etc. Mais en termes de tenue et de temps sur le rucher, c'est énorme. Et du coup, j'ai eu pas mal de pertes l'année où j'ai juste fait des acides oxaliques, etc. Même s'il y a une résistance à la pivard qui est prouvée et qui se voit sur mes ruchers, moi j'ai continué à travailler en conventionnel, quoi, en raisonné, quoi. Donc du coup, donc une apiculture bio, oui, j'y crois dans le sens où mais c'est plus sur, en fait, oui, enfin, on va dire oui et non dans le sens où pour moi l'apiculture bio elle est plus sur le geste et la tenue et l'éthique que tu as dans ta tête que sur le produit final, puisque là le produit final il est le même, quoi. Le miel, je veux dire les abeilles tu peux pas décider. S'il y a un miel où je suis vraiment sûr qu'il n'y a pas aucune trace de pesticides ou de choses comme ça, c'est mon miel de montagne parce que je suis à 1000 mètres d'altitude, je suis dans des terrains en pente, il y a aucune grosse culture à moins de 3 kilomètres, donc là oui. Mais si tu veux après, je suis dans une démarche de transhumant, donc du coup je peux pas choisir où elles vont et je peux pas choisir que des endroits surprotégés, quoi. C'est compliqué. En fait, t'as ce que tu penses en aspiration personnelle, et puis après, t'as ce qui est possible dans la vie par rapport, moi, à ma logique professionnelle, mais aussi par rapport aussi à la logique des autres. Et si tu veux, dans l'apiculture, moi, je me suis tout le temps rendu compte que ce qui m'intéresse aussi, c'était la logique des autres que j'avais en face de moi. C'est-à-dire que je suis jamais parti en guerre contre ceux qui utilisaient aussi même enfin qui traitaient leur culture, etc. Parce que je me suis tout le temps dit, ok, pourquoi ils traitent, qu'est-ce que, alors ok, lui il essaye de vivre, c'est ça qui, donc si tu veux, je suis tout le temps été dans l'espèce de consensus à essayer de trouver des produits, enfin on va dire des céréaliers ou des gens qui font du colza, etc. à côté, qui avaient une pratique au moins qui respectait ce qui était préconisé par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire traitement de nuit, etc. Donc ça, par contre, je m'en assure. Je discute énormément avec les agriculteurs sans pour autant être contre le fait qu'ils traitent. Parce que je me dis, il y a aussi leur réalité, une autre réalité. Et je peux pas, moi, arriver puis dire, bah non, là, je veux pas que vous traitiez, je pose mes abeilles, etc. Donc, il faut j'essaie tout le temps de prendre en considération l'autre en face de moi, ce qui est pas tout le temps facile. Mais en tout cas, c'est ce que j'aime aussi dans l'apiculture, finalement, c'est la rencontre avec l'autre que ça crée et un autre complètement différent de toi des fois, hein. Oui. Et comment tu fais? Tu vas chez l'agriculteur, pardon, tu sonnes, tu dis bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai installé des ruches pas loin de vos cultures, est-ce qu'on peut en parler? Ouais. Quelle est ton approche? Après 10 ans, là, j'ai plus besoin vraiment de démarcher pour trouver des terrains, parce que je les ai, si tu veux. Mais comment j'ai fait bah, par exemple, il existe plein de forums dédiés à l'apiculture en ligne. Il m'est arrivé de poster des annonces. Pour les lavandiers, là, quand je cherchais pour faire de la lavande, etc., j'ai carrément alors je me suis pas déplacé, mais j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous, et après, je me suis déplacé quand même pour rencontrer la personne, pour expliquer comment je travaillais, etc. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai vu comme ça. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, bah, j'ai fait évoluer mes ruchers parce que je me suis rendu compte que tel secteur peut-être donnait mieux. Ou en tout cas, moi, mes ruches et la génétique de mes abeilles étaient plus prêtes pour la lavande à telle période. Donc, je fais plus dans cette région-là, etc. Donc, j'ai affiné avec le temps. Oui. Et au début, non, j'ai appelé. J'ai appelé la plupart des gens. Et puis après, je me suis déplacé, ouais. D'accord. Et d'ailleurs, tu as quelle souche d'abeilles? Et bah du coup, donc j'ai une partie qui est issue de mon élevage personnel. Au tout début, j'étais parti sur que mon élevage personnel, avec sélection on va dire, de 2 ruches souches sur mon cheptel que je trouvais plutôt pas mal. Et puis il y a une année où j'ai tout mis, bah du coup je misais tout là-dessus. Et puis il s'est avéré que à tester les reines après en année, on va dire 2, et ben c'était pas si bonne que ça après. Donc après j'ai eu une autre logique qui était plutôt de faire un tiers de mes essaims par exemple avec mon élevage personnel,
un tiers donc d'abeilles de rennes que j'achète à Subirana, marque Subirana, enfin qui maintenant c'est repris par Yvan Mathias, qui est un éleveur, un très bon éleveur pas très loin de chez moi. Et puis après je prends de la Buckfast chez Calonne. D'accord, ok. Donc t'as une logique de tiers. Ouais, j'ai une logique un petit peu comme ça. Alors c'est plus souvent de la Subirana parce qu'en fait c'est un attachement personnel, mais quand j'ai travaillé dans le sud de la France avec le gros apiculteur, il travaillait déjà avec de la Subirana. La Subirana. Ce qui est une hybride, hein. Du coup, issu d'un élevage de Subirana, c'est le nom de l'éleveur. Et du coup, j'ai appris sur plutôt cette génétique-là. C'est une génétique que je maîtrise plutôt bien. Je sais exactement comment elle se réveille au printemps. Je connais avec le temps, je connais ses moindres réactions. Et si tu veux, je l'ai gardé et puis je mets un peu de Buckfast pour apporter un peu de douceur au cheptel. Mais sinon, je reste principalement quand même sur de la Subirana dans le sens où j'ai appris dessus. J'ai l'impression aussi que je fais un clin d'œil à mon maître de stage avec qui j'ai appris beaucoup de choses. Enfin voilà, dans ma pratique, il y a aussi dans le choix de mes emplacements aussi, il y a beaucoup de clins d'œil à des expériences passées que j'ai pu avoir. Donc là, je t'ai parlé de mon maître de stage. Oui. Il y a, je sais pas, mon rucher en montagne, c'est dans le massif de la Chartreuse, c'est un endroit où j'allais en vacances quand j'étais plus jeune avec mes parents. Il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Il y a des choix que je fais émotifs sur ma pratique, mais bon, voilà. Et Subirana, j'ai un peu regardé, oui, il essaye un peu de créer sa propre lignée, hein, comme la Buckfast, quoi. Et là, il a mis son nom de famille, lui qui s'appelle Marc Subirana. Ouais, mais par contre, il existe depuis des années. C'est une pointure quand même c'est une pointure dans l'élevage, hein. Ok. Mais je crois que les éleveurs, oui, en plus, je crois qu'ils utilisent la même base de données, pour bien suivre les lignées et les évolutions. Je crois que c'est quand même, c'est très, très, très pointu, C'est très pointu, c'est un métier. En fait, pour moi, c'est un métier à part entière dans l'apiculture. Ok, non, bon, très bien. Je comprends bien ton approche. Après, par rapport à l'évolution de ta pratique, par rapport à tes débuts, tu as dit, bon, déjà, uniformiser le matériel. Et qu'est-ce qui a changé encore d'autre dans ta pratique par rapport à ton matériel, tu l'as un peu évoqué, mais par exemple, dans ton approche, dans ta visite des ruches, dans ton organisation personnelle, comment tout a évolué en 10 ans? Déjà, un des achats qui a changé ma vie, c'est pour la transhumance, c'est effectivement le pick-up et la remorque. Ah, c'était le deuxième à le dire. Ok. C'est ok. Il y avait un notaire plus réactif qui m'a dit la même chose. Ça a vraiment changé ma vie. Ah bon? Enfin, ma vie d'apiculteur, Ouais. hein. Mais ah oui, oui, oui. D'accord. En termes de confort, et puis surtout, ça m'a permis d'aller chercher des ruchers plus difficiles d'accès et donc d'avoir une protection contre le vol. Ah oui. Voilà, et on va dire plus naturel, quoi. Si tu veux, voilà, c'est difficile d'accès, donc voilà. Ça me permet un confort de route, etc. Et puis je trouve que le côté remorque me correspond bien. Oui. Avant, au début, je faisais ça. Alors, j'ai essayé plein de choses, hein, pour la transhumance. J'ai essayé de faire des transhumances avec, tout début, c'était mon Peugeot Partner. Je faisais plusieurs allers-retours et tout avec. Après, j'ai essayé de louer à chaque fois un véhicule, c'est-à-dire je louais un gros véhicule, je faisais ma transhumance et je le rendais. C'était pas mal ça aussi, mais du coup, en termes de stress sur le matériel, j'étais au taquet, c'est-à-dire dès qu'il y avait une rayure, j'avais peur. Voilà, et après, j'ai pas voulu, je suis pas contre faire des prêts, etc. Mais en fait, quand je me suis installé aussi, je me suis dit, je vais essayer d'autofinancer cette vie professionnelle. Donc, si tu veux, j'avais pas fait de prêt au tout début, et le but c'était que ça s'autofinance. Et puis le pick-up, j'ai fait quand même un prêt. Et je regrette pas de l'avoir fait parce que vraiment j'ai gagné en temps. Je gagne sur tous les gestes que je fais maintenant. Par exemple, alors j'évite de trop nourrir les abeilles, mais je nourris vraiment quand il faut, notamment avant l'hivernage. Par exemple, quand je vais nourrir, j'y vais avec le pick-up. C'est pas la même confort, hein, franchement. Tous les gestes, faire des essaims, tu charges sur ta benne, ou sur ton plateau, tout est pour ton dos. En fait, c'est super. Le seul truc que j'ai pas, c'est une grue ou un système pour les transhumances
Je porte tout encore à la main, donc soit je demande à des amis de m'accompagner quand je fais des transhumances, voilà. Oui, il manque un système de levage que tu pourrais mettre sur le pick. Voilà, mais ça c'est en prévision dans ma tête. C'est les prochains, voilà. Et après en termes de pratique, au début c'était tout nouveau quand j'ai commencé, donc en fait c'est pas que je partais dans tous les sens, mais je faisais attention. Je voulais faire attention à tout, mais tu peux pas faire attention à tout correctement. Et si tu veux, avec le temps, je me suis vraiment rendu compte aussi que je faisais vachement plus gaffe à l'abeille en elle-même, c'est-à-dire aux gestes plus tendres vis-à-vis de vis-à-vis de la ruche, tu vois, l'ouverture des ruches, etc. Parce qu'au début, en fait, quand je dis que je partais dans tous les sens, c'est pas que je partais dans tous les sens, mais il y avait, comme je t'ai dit, bah tu vois, j'ai fait l'achat du pick-up, j'apprenais plein de trucs, je faisais l'élevage, j'avais tout. Donc en fait, j'étais assez pressé tout le temps, si tu veux. Et là, maintenant, je trouve qu'avec le temps je prends beaucoup plus de temps pour observer. En fait, finalement, ce que je faisais au tout début quand j'étais amateur, c'est-à-dire que j'adorais au début me poser à côté des ruches, regarder si elles rentraient du pollen. Je me disais, ah bah ça y est, là c'est bon, ça a repris la ponte. Euh, Faire tout doucement, tu vois, quand tu remettais la ruche, etc. Et ça, c'était des choses que j'avais perdues quand j'étais dans la montée, on va dire, en puissance du cheptel. Et là, maintenant, vu que ma pratique, elle est plutôt assise, euh, je dis pas qu'elle est assise et qu'il n'y a pas des choses qu'elle n'est pas perfectible, parce que c'est tout le temps perfectible, mais en tout cas, je me suis assis sur ma pratique un petit peu, enfin, c'est plus assis, donc du coup, j'ai plus le temps de revenir à ces choses que j'avais perdues pendant la montée en puissance, quoi. Observer la ruche, prendre son temps, écouter la ruche avant de l'ouvrir. Parce que franchement, quand tu l'écoutes, tu sais déjà si c'est une bombe que t'as ou pas, quoi. Rien qu'en écoutant la réaction, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'avais perdu. Franchement, je l'avoue, en professionnalisant ma pratique, du coup, j'ai perdu ce côté que j'avais quand j'étais amateur. Ouais. Et je peux y retourner maintenant. Ouais. Et t'as été amateur combien de temps avant? Parce que donc là, ça fait 10 ans que tu es pro. Ouais, 2-3 ans. Plus réactif. T'as Deux, été trois ans. amateur de 3 ans, ok. Ouais, on va dire. Et le BPREA, il est vraiment important? Il est indispensable ou pas? Mo- en général ou pour moi? Selon toi. Selon moi, pour ma pratique, enfin pour moi, il a été indispensable parce qu'il m'a permis l'approche sociétale, tu vois, commerciale, même de comptabilité, etc., que j'aurais pas eu parce que moi, j'étais pas issu du tout d'un milieu de l'entreprise, etc. Donc ça, c'était super. Et en termes de rencontres, vis-à-vis des professionnels que j'ai rencontrés pendant la formation, qui sont venus parler de leur pratique, etc. Mais surtout, je me suis fait un vivier d'amis proches. Certains sont devenus très proches et ça me permet vraiment un vrai échange. Je me sens jamais tout seul en fait sur les ruches parce que quand j'ai un doute sur quelque chose, j'ai toujours des amis que je peux appeler et rien que pour ça, je suis vraiment content débattre, toi tu fais comment? Ah oui, tiens, tu fais ça. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, etc. Rien que ça, c'est super, quoi. Ouais. Ok, très bien. Ça cadre. Au moins, tu sais, ça borde un peu l'univers professionnel et en même temps, t'as cette dynamique de réseau. Ouais, puis moi, ça a professionnalisé très rapidement ma démarche. Ça m'a donné, ça m'a permis vraiment de me cadrer sur quel type de réseau de vente que je voulais, quelle image graphique je voulais sur mon produit, quelle identité. Après, bon, j'avais quand même des idées avant d'y aller. C'est quelque chose qui pour moi est important de réfléchir à tout ça. Mais si tu veux, ça m'a vraiment donné un cadre pour réfléchir à mon entreprise. Qu'est-ce que je voulais, quel chemin je voulais prendre, quelle apiculture je voulais avoir, tout en permettant, ouais, des rencontres. Ouais. Et d'ailleurs, quels sont tes canaux de distribution? Parce que nous, quand on s'est rencontrés, c'était au marché, à Lyon. Ouais. Et quels sont tes autres canaux de distribution? Est-ce que tu fais par Internet ou tu passes par des tiers qui revendent ton miel? Ouais, j'ai beaucoup. Alors, maintenant, je suis principalement en épicerie fine sur Lyon et ou région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok. Enfin, et Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, je sais pas pourquoi je dis où, mais ma logique, ça a toujours été, étant donné que j'avais un travail à la fois de la qualité du produit et de la qualité visuelle du produit, dès le début, en fait, je me suis orienté vers épicerie fine parce que
Du coup, j'allais pas avoir, en fait, vu que j'allais être plus réactif, j'allais pas avoir non plus une production de fou qui allait me permettre d'arroser les marchés, on va dire, industriels ou grande distribution. Euh, je visais pas non plus une récolte confidentielle que j'allais pouvoir écouler simplement avec quelques petits marchés. Donc j'allais être vers ce milieu qui me permettait d'aborder, je pense, l'épicerie fine, parce que l'épicerie fine, elle a une envie de mettre en valeur des qualités de produits, du produit lui-même, gustatif, etc., la manière de travailler, mais également visuel. Et vu que j'étais dans cette démarche un peu esthète aussi du produit, je rentrais là-dedans avec une quantité de produits qui leur permettait, eux, parce que l'épicerie fine, ce qu'ils veulent, c'est un produit pour eux, en gros. Et donc ça me permet de pas arroser non plus aussi toutes les épiceries fines de France et d'être resté sur Lyon, m'être intégré localement dans le tissu lyonnais. Donc, mais avant d'arriver là, c'est un vrai travail de commercial. Hein. Si tu veux, j'ai pas eu des épiceries comme ça. J'ai d'abord fait les marchés à la Croix-Rousse et puis à Quai aux Gagneurs. Quai aux Gagneurs, j'ai tout le temps fait. Avant, j'y étais le jeudi après-midi et puis le dimanche, et Croix-Rousse, c'était le dimanche matin, et je faisais ça 3 fois par mois, et je me gardais le dernier week-end du mois pour me reposer. Et puis au fur et à mesure que j'ai réussi à avoir des épiceries fines, j'ai lâché un petit peu des marchés. Si bien que maintenant, j'en ai gardé qu'un seul, le premier dimanche de chaque mois, qui est Victor aux Gagneurs, parce que j'aime bien y aller, parce que du coup là pour le coup t'as un échange direct avec tes clients. Tu vois qui achète ton miel, tu peux discuter, les gens peuvent aussi mettre une tête sur une tête sur le producteur. En épicerie fine, ils peuvent mettre une tête sur le producteur, mais il y a un intermédiaire. Donc si tu veux, c'est pas le même rapport. Voilà. Après, je t'avoue que j'ai vraiment de la chance, parce que mis à part dernièrement, je crois que j'ai eu la première expérience de ma vie où ça s'est pas super bien passé avec un revendeur. J'élaborerai pas le truc comme on dit publiquement, mais je suis tout le temps tombé sur des épiceries fines super sympas, avec des gens qui tiennent, qui croient, qui sont dans l'échange. Je suis tout le temps tombé sur des gens qui étaient dans l'échange, qui te demandent comment tu travailles, pourquoi ton miel il est différent de tel autre apiculteur, pourquoi là tiens ton acacia, cette année il est un petit peu cristallisé alors que d'habitude il était liquide, qui ont eu une vraie curiosité, en tout cas qui n'étaient pas dans un système que purement de vente, quoi. C'est-à-dire, j'ai tout le temps senti qu'ils étaient curieux. Du coup, moi, j'étais curieux de leur pratique, et je pense, après, il faudrait demander à certains qui me revendent, mais avec le temps, il y a un vrai échange, et quand je vais les livrer, tu vois, effectivement, il y a un échange économique qui se fait, mais il y a autre. C'est-à-dire que, on se demande des nouvelles, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment t'as travaillé cet été, est-ce que ça va? J'en ai même une qui voulait venir. Non, je suis tout le temps tombé sur des super épiceries fines dans Lyon. Je regrette vraiment pas. Et puis après, j'ai aussi j'ai une rencontre, clairement, qui est assez déterminante pour moi. Je sais pas si tu connais Piece of Cake à Lyon. Piece of Cake, ils sont vers Cerise Gambetta, non? Ils sont plus vers Guillotière. C'est rue d'Aguesseau, dans le 7e. Je regarde en même temps. Alors non, ça ne dit rien. C'est une pâtissière qui fait pas mal de cheesecake, etc., qui est assez c'était une rencontre assez déterminante pour moi, parce que du coup elle m'a du coup on a commencé à travailler ensemble. Elle m'a pris du miel pour vendre dans un petit corner qu'elle faisait de sa pâtisserie. Et puis finalement, de fil en aiguille, tiens, je prendrais bien ton miel pour travailler mes pâtisseries. Donc donc du coup je lui vends du miel en seau. Miel de lavande. Et puis tiens, moi je lui dis tiens, en échange, moi j'en pouvais plus de faire mes pains d'épices, que ça me rajoutait du travail. Je ne ferais pas mes pains d'épices avec mon miel et tout. Puis finalement, maintenant on a une vraie coopération depuis des années, quoi. D'accord. Et du coup elle, étant donné qu'elle est assez on va dire qu'elle travaille très bien et qu'elle a une aura, ça m'a permis d'ouvrir aussi elle m'a apporté clairement d'autres pâtissiers qui travaillent mon miel maintenant, etc. Donc tu vois, en fait, je trouve que dans ma pratique et dans mon historique professionnel est plutôt basé sur la rencontre, et tu vois, la bonne rencontre au bon moment, de gens hyper sympas, curieux. Ouais.
Et ça, en fait, si tu veux, je dis tout le temps que oui, là, si aujourd'hui je fonctionne comme ça, c'est par rapport à ce que ma pratique, mais aussi, franchement, tous les gens qui sont autour, de par leurs conseils, les revendeurs, etc. En fait, je trouve que c'est vraiment un tout, et je suis pas tout seul. Tu vois, c'est une entreprise individuelle, mais c'est faux de dire ça, quoi. Oui. Franchement, s'il n'y avait pas tous ces gens derrière qui travaillaient indirectement avec mon miel, je pourrais pas, enfin, même, elle serait pas viable, mon entreprise, quoi. Tu t'arrêtes pas juste à la production de miel et après, une fois que c'est mis en seau, en pot ou autre, après l'autre aspect t'intéresse pas, c'est vraiment enfin jusqu'au bout, hein. Aussi bien dans les rencontres avec les marchés que d'autres revendeurs. Ouais, que les revendeurs, puis aussi, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, pour les emplacements, etc. Tu vois, tout est basé sur l'autre, moi, je C'est trouve, et beaucoup c'est dans pour ça l'échange, ouais. que de penser que t'es dans ton coin et qu'il faut que tu travailles dans ton coin, c'est faux, parce que franchement, si tu veux écouler ton miel, si tu veux, ton miel vive et tout, t'es obligé, d'avoir besoin des autres, quoi. Ouais. Et en parlant des autres apiculteurs, aussi bien enfin, oui, je dirais plutôt les particuliers, quel conseil toi tu leur donnerais à ceux Et qui, comment? qui commencent, oui. Enfin, déjà, il y a une personne qui vient te voir qui dit, bah, écoute, Rémi, j'ai envie de commencer l'apiculture. Eh ben, alors, le premier truc qui me vient en tête, c'est ne commence pas par de l'abeille noire. Parce que Ah oui, ça, vraiment. ah oui, oui, moi ça a été ma connerie, ça aussi, quand j'ai débuté, parce que je m'étais dit, ah, je vais prendre l'abeille locale, voilà, rustique et tout. Et j'ai pris que des abeilles noires et j'ai tué le chien de mes grands-parents. C'est-à-dire que effectivement, c'est des abeilles qui sont agressives. Là, je sais pas, le temps avait tourné. Et elles se sont mises après le chien, mais en essaim dessus, et elles l'ont tué, si tu veux. Et là, ce jour-là, je me suis dit, oh là là, ça aurait pu être, parce que j'ai des nièces et tout, puis, et je me suis dit, putain, ça aurait pu être une de mes nièces. Ça aurait pu être un enfant qui venait acheter du miel, parce il y a un camping pas loin, il y a des fois les parents, les enfants qui viennent. Je me suis dit, oh là là, non, 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 surtout pas. Donc, pour commencer, je dirais clairement, il y a des débats, tu sais, hein, sur les hybrides. Bien sûr. Mais je dirais pour un débutant, vraiment de pas faire enfin, même s'il se dit, oh là là, je veux prendre une abeille locale, en fait, pour gagner en pratique et comment dire, en douceur sur l'ouverture de ruche, etc., commencer vraiment par des abeilles très gentilles, même si elles sont hybrides, pour vraiment, pour avoir un bon début, une bonne première expérience. Je dirais pour ça. Mais après, je dirais par contre de se lancer et de le faire et de prendre le temps d'observer, voilà. Parce que c'est quand même riche, hein, comme monde, Oui. l'apiculture. Mais, ok, très bon conseil. Et si t'avais la possibilité d'installer un panneau avec le message que tu veux, à côté de tous les ruchers de France, qu'est-ce que tu mettrais comme message? Ah, c'est chaud, attends. Vraiment, tu peux écrire un message à l'adresse de tous les apiculteurs en France, le message que tu veux. Par exemple, il y a une personne qui m'avait dit, n'ouvrez pas vos ruches si vous êtes pressé, par exemple. Il y a une personne qui avait dit ça, ou Jean Riondet, lui, il avait dit pour le panneau, parce que en fait, certaines certains de ses ruchers sont à côté de chemin. Il voulait mettre attention, ça pique, parce que parfois il y en a qui s'approchent trop près des ruches, ils se font piquer, et après ils viennent se plaindre. Toi, qu'est-ce que tu mettrais à côté? Ah, mais tu vois, mais ce serait continuons ainsi. Ah, ah Un oui, truc comme ça, c'est ouais. beau. Continuons ainsi. Ah, c'est très beau. En plus, je vais jouer les 3 petits points en plus. Continuons ainsi parce que, en fait, je trouve que le métier, franchement, j'avoue, moi, je le trouve super beau, mais autant que mon métier de prof, c'est pour ça que j'ai jamais fait le choix, parce que les deux métiers me nourrissent sur des aspects différents, mais là, je dirais continuons ainsi parce que c'est un métier qui est super beau, c'est un métier qui est plein de sens, qui est réel aussi parce que tu produis quelque chose de réel, mais qui est tellement dur. Et en fait, c'est pour ça aussi que je l'ai jamais fait à 100% parce que c'est un métier qui est tellement dur et tu vois, les aléas du temps, les changements climatiques, la pratique des autres à côté. Je te parlais de pesticides tout à l'heure, je te dis qu'il y avait une dimension plutôt consensuelle, si tu veux. Et effectivement, par contre, si quelqu'un traite quand il y a des abeilles, ça te tue tout, quoi. Donc, si tu veux, continuons ainsi parce qu'il faut pas perdre espoir aussi quand on a des années moins bonnes, quoi. Oui, Voilà. d'accord. C'est très bien dit. Et d'ailleurs,
quel a été ton plus gros échec en tant qu'apiculteur? Là, tu m'en as dit quelques-uns, je sais pas s'il fait partie du top, comme par exemple commencer avec l'abeille noire, mais est-ce que t'as eu d'autres Des échecs? échecs, bah j'en ai chaque année des échecs. Hein. J'en ai chaque année. Par contre, c'est vraiment, tu vois, je me suis tout le temps dit, c'est vraiment un métier où tu apprends de tes erreurs, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mes échecs, bah ça a été, franchement, le chien de mes grands-parents, c'était déjà vraiment pas mal comme échec. Un autre échec que j'ai eu, c'est quand je me suis installé. La première année, j'ai eu une super année en acacia. Et j'ai été un peu, comment tu dis, je me suis dit putain, comment quand t'as comment tu dis quand tu prends confiance en toi d'un coup, tu sais que c'est de manière un peu T'es galvanisé disproportionnée. un peu. Ah voilà, j'étais galvanisé, je me suis dit ah putain trop bien et tout. Donc j'avais investi là pour le coup j'avais changé mon c'était ouais Peugeot Partner. J'avais changé mon partenaire, je m'étais dit bon allez c'est bon, t'investis et tout, t'as bien joué cette année, c'est bon. J'avais pas fait de crédit, donc du coup j'avais investi l'argent directement sur le. Et puis l'année d'après, année de merde, un truc de fou. Mais il pleuvait tout le temps, j'étais là et sans te mentir, je crois que j'ai fait un chiffre d'affaires de 1 000 € cette année-là. T'imagines? Et là, je m'étais dit, ok, donc faire descendre d'un truc. Et je m'étais dit, mais j'avais produit, mais vraiment pas beaucoup de miel pour 1 000 €, si tu veux. Et c'est là déjà où je m'étais dit, putain, c'est vraiment un métier qui peut être vraiment aléatoire. Alors tu peux avoir des très bonnes années, même financières. Par contre, t'as tout le temps des années qui viennent derrière, donc il faut vraiment penser à lisser tout ce que tu gagnes et tout. Et puis après, justement après, oui, dans les échecs, c'est justement quand je t'ai dit que je revis avec ce pick-up, c'est que accéder à des ruchers dont peuvent pas avoir l'accès facilement les gens. C'est aussi j'ai appris de mes erreurs parce qu'au début je visais vu que je faisais ça en Peugeot Partner, je visais des faciles d'accès quoi pour pas m'embourber, pour pas ça, sauf que je suis arrivé une fois, j'ai eu mon rucher qui était complètement renversé et puis une autre fois je suis arrivé, il y avait carrément eu des coups de carabine dessus Carrément. ouais. Et ça tu veux c'est échec hein, tu te dis bon bah en fait faut pas que je croie que tout le monde est super sympa donc, faut aussi que je protège mes abeilles et tout, quoi. D'accord. Et en termes de livres, est-ce que t'as un peu des livres que tu conseillerais à n'importe quel apiculteur qui commence? Tu le mettrais dans les mains? Ouais. Le top, franchement, le top, je sais pas vraiment ce qu'il vaut, mais en tout cas, en termes de, comment dire, enfin, franchement, le traité de l'apiculture rustica, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien parce que même si on rentre pas en profondeur dans tout, celui qui débute, franchement, il s'y retrouve mais tellement facilement. C'est très bien classé, c'est très bien expliqué. Non, je sais pas. Et les autres t'en ont parlé ou pas? Ah Celui-ci. oui, Rustica, oui. Ah oui, c'est la bible de l'apiculteur. Ouais. Je pense que c'est la Bible de l'apiculteur, ouais, aussi. Je pense qu'il faut pas chercher à faire trop un télo ou trop. Je pense qu'il faut aller vers un traité rustica, surtout quand on débute. Je trouve que c'est bien. Et puis énormément sur YouTube, il y a énormément de gens comme toi hein, qui font des vidéos, qui œuvrent pour les pratiques, faire connaître le métier, mais aussi pour des pratiques. Et je trouve qu'il y a plein de trucs à. En fait, moi, il y a une phrase qu'on m'a dit quand j'étais en formation et qui s'avère vraiment plus que vraie. Je la valide avec 10 ans d'ancienneté, on va dire. On m'avait dit il y a 1000 apiculteurs pour 1000 apicultures. D'accord. C'est-à-dire que chacun a son apiculture, chacun a ses pratiques, chacun a ses trucs et astuces, et en fait tu trouves. Alors tu peux te perdre hein, aussi là-dedans, c'est-à-dire que t'as tellement de possibilités que tu sais jamais ce que tu devrais faire. Mais en tout cas, tu peux trouver plein de trucs qui te parlent. D'accord. Autre chose on m'avait dit, c'est plus facile de vendre son miel que de le faire, et ça j'acquiesce aussi. C'est un travail de développer son réseau de vente, mais il y a tellement un manque de miel en France que tu trouves à écouler. Alors que le faire, oula, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que voilà, tu peux pas être sûr. Et finalement, heureusement que je me suis pris cette claque l'année où j'ai fait 1 000 € de chiffre d'affaires parce que ça m'a vraiment, oui, ça m'a fait modifier pas mal de choses. Ouais. Un retour au réel. Ouais. Oh mais c'est bien qu'il soit arrivé au tout début comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et
tu m'as parlé un peu tout à l'heure du varroa, et par rapport au frelon asiatique, est-ce que t'es sévèrement touché? Jusque-là, non. Je t'avoue, cette année, j'en ai vu pas mal. Ok. J'en ai vu pas mal. Alors, quand j'ai fait mon stage il y a 10 ans, enfin, il y a 11 ans, déjà dans le sud, là, vers Fréjus, ils étaient cafis de frelons asiatiques. Je me rappelle, ils essayaient déjà de faire des pièges avec la viande hachée. Mon aide de stage, il passait son temps avec des raquettes de badminton à les latter devant les ruches. Hmm. Donc déjà, le problème, il y a 11 ans, était déjà bien présent dans le sud. Là, je le vois de plus en plus par ici. J'ai juste remarqué que quand j'ai des frelons asiatiques, ils attaquent quand même les ruches qui sont déjà assez faibles de mon rucher. C'est-à-dire qu'ils vont pas vers les ruches qui sont assez fortes. Donc si tu veux, ça, tu vois, j'aime pas l'idée quoi, mais je me dis bon, déjà ils vont vers celles-là, c'est qu'elles sont déjà assez faibles aussi. C'est la loi de la nature. Je pense que c'est une manière aussi de comment dire, de prendre de la distance par rapport au truc. Et puis je t'avoue, par rapport à quelqu'un, moi j'ai une source de revenus qui est l'enseignement, j'ai une source de revenus avec l'apiculture, et parce que j'ai 100 ruches si tu veux, donc si j'en perds une ou deux, ça me fait du mal. Hein, si tu veux. Je me dis voilà, j'ai perdu 2 ruches, mais si tu veux, il m'en reste 98 à côté. Quelqu'un qui a un apiculteur amateur qui a entre 5 et 10 ruches, il en perd 5, c'est 50% pour lui quoi. Oui. Donc si tu veux, tu vois, donc je me dis quelqu'un qui a un rucher de 5 ruches et qui se fait dévaster par le frelon asiatique, c'est horrible. C'est horrible pour lui. Et après, en termes de que faire, mis à part suivre les directives, détruire les nids, etc., je vois pas ce qu'on peut faire. Hein. Ok. T'as pas de moyen de lutte en particulier, J'ai essayé, j'avais vu des trucs comme quoi les poules, tu vois, ça permettait. Alors j'ai un rucher que j'ai installé sur une ferme vers Sessuel, là où je suis, où il y a carrément des poules dans le rucher, voilà. Donc je sais pas, je te dirais j'ai fait cette année ça. Donc je te dirais avec le recul, si je les latte, hein, franchement quand j'en vois, j'essaie de m'en débarrasser. Mais c'est vrai que je vois pas, mis à part détruire les nids, pour l'instant, il n'y a pas de. Mais après, je trouve que comment dire, en tout cas, moi, les mairies et la communauté de communes dans laquelle je dépends, a vraiment, je trouve, lancé une communication dessus à tout le monde. Les gens en parlent. Ils en parlent et s'ils voient un nid, tu penses qu'ils vont facilement dire. J'ai l'impression que les gens réagissent, ouais. Donc à voir avec le temps, quoi. Oui. Et on l'évoquait au tout début, mais est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose un peu particulière que tu fais qui est différente des autres apiculteurs et qui te rend un peu singulier? Différents des autres apiculteurs, non. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que mon enfumoir, c'est qu'avec des épines de pin. D'accord. Donc souvent, quand je pars en vacances, tu vois, en Méditerranée, que ça soit Italie, je suis en voiture, en fait, je pars avec un. Non, tu fais une récolte, c'est ça, des aiguilles de pin? Ouais, c'est une récolte. Je me rappelle en Italie, une fois, j'étais dans un petit village, je ramassais des baquets en plastique Ikea, là, tu sais, remplis pour que ça se conserve mieux, je les mets là-dedans. Rempli d'épines de pin. Il y avait des petits vieux Italiens qui essaient de venir me parler. Ils me disaient, mais vous avez des lapins? Non, c'est pour les abeilles, ils comprenaient pas. Donc ouais, je fais exclusivement de l'épine de pin. D'accord. Parce que je trouve que la fumée, elle est très dense et puis parce que j'aime bien l'odeur. Oui. Je trouve que c'est moins agressif. Et comment tu fais? Tu mets d'abord une base papier journal et après non, vraiment, l'épine de pin, franchement, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'incendies dans le sud. Hein, c'est vraiment ça s'enflamme rapidement. Hein. D'accord. Et t'arrives quand même à faire de la bonne fumée bien dense, bien froide? Après, je mets de la pidou, bien sûr, mais si tu veux, la grosse base, c'est vraiment. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je pense que tous les apiculteurs font ça, mais au bout d'un moment, quand t'as ouvert, quand t'es à ta 40e ruche que tu ouvres, je commence à leur parler, quoi. Ah oui. Donc, oui, j'ai des conversations des fois avec mes ruches, mais non, mais je deviens pas fou non plus. Hein. D'accord. Non, j'ai souvent entendu ça. Les agriculteurs aussi parlent à leurs vaches. Hein. Oui, j'imagine que ça se fait. Ouais, c'est une pratique courante, quoi. Et j'avais une dernière question maintenant vers où tu te diriges? Est-ce que pour toi c'est stable, tu vas rester avec 100 ruches et tu vas garder à chaque fois cette pure activité, ou est-ce que
tu t'orientes vers autre chose ou pour l'instant là ça te va très bien? Franchement, je t'avoue, je suis arrivé à un équilibre de vie professionnelle et personnelle, c'est-à-dire que euh, cette double activité me permet vraiment de pas, comment dire, de pas m'ennuyer dans mon métier de prof, de pas m'ennuyer dans mon métier d'apiculteur, de travailler l'accompagnement, parce que je travaille avec des jeunes adultes quoi, qui ont entre 18 et 25 ans, d'avoir ce côté humain et accompagnant et plutôt on va dire une fatigue mentale et puis ou psychologique et puis un métier plutôt physique à côté. Réel, bien ancré et tout. Donc, si tu veux, en termes d'équilibre, je suis très content de ça. Après, il y a le côté prof qui prend un peu le dessus parce que récemment j'ai mis quelques ruches dans par exemple sur sur les toits de la communauté de communes ou dans une entreprise à côté de la communauté de communes. Et si tu veux, le fait de faire on va dire c'est comme du professorat, mais au niveau de l'apiculture, me plaît vachement. Ça me plaît vachement d'aller dans les entreprises avec des gens qui ont pas du tout le pied la plupart du temps dans un métier agricole ou rural, et de venir. Donc du coup, ça me permet de faire de la formation d'entreprise. Et je t'avoue que j'aime bien l'idée parce que ça me permet d'allier enseignement et apiculture. Alors je me verrais pas faire que ça, mais par contre de l'avoir un petit peu développé. Je trouve ça vraiment pas mal parce que, comment dire, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est du greenwashing de faire ça, etc. Enfin, pour les entreprises qui font ça surtout. À mon niveau, franchement, je trouve ça génial parce que j'ai rencontré des gens qui n'y connaissaient rien du tout, qui ça a passionné, que du coup ils sont mis à avoir des ruches chez eux, à me téléphoner. Je pense surtout à 2-3 collaborateurs que j'ai pu rencontrer, qui du coup m'ont demandé oh là là mais comment je fais, donc du coup ça m'a donné l'idée l'année d'après de faire une formation sur comment je fais pour avoir mes propres ruches chez moi, etc. Donc j'ai fait ça en entreprise. Bah du coup je me suis dit ah ouais, en fait ce qui est génial aussi c'est que finalement tu viens parler environnement, etc. Parce que tu rentres dans les RSE d'entreprise, hein. Mais du coup, tu as quand même l'impact qu'il y a certaines personnes qui se sont mis à découvrir l'apiculture avec toi. Ils mettent des ruches à titre personnel chez eux. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, ah ouais, finalement, non, il y a un vrai sens aussi à faire ça. Et puis de faire connaître un métier, connaître une logique et tout. Donc, je vais pas le développer beaucoup plus que je l'ai développé là, mais c'est quelque chose que je vais intégrer dans cet équilibre-là, quoi. C'est une belle conjugaison, hein. Belle conjugaison Ouais, de ouais, ces deux pratiques, c'est... Ouais, ouais, je l'ai, en fait, si tu veux, alors est-ce que je l'ai pas vu venir, si tu veux, j'ai pas, l'idée est venue comme ça, je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer, voir, en fait, l'idée au début, si je me rappelle, c'était, parce je disais souvent que les gens en ville faisaient plus de miel qu'à la campagne, que le miel était meilleur, etc. Et je m'étais dit, tiens, ça serait bien que je développe au moins un partenariat avec une entreprise en ville ou dans un contexte plutôt urbain pour tester et voir ça. Et puis finalement, c'était cette expérience-là je suis parti. Puis finalement, ça a fini par faire un peu de formation d'entreprise. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah, ben, c'est fou, finalement, le métier de prof est venu un peu se mélanger là et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Oui. Ouais, donc c'est bien ouais. trouvé. Mais après, je t'avoue, en termes d'évolution, comme je t'ai dit, ce sera plutôt, je pense, à mon dos. Ouais. Donc, je vais penser à une solution pour les transhumances. T'as jamais pensé à des associations avec d'autres personnes Si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas mal d'échanges avec des amis apiculteurs, mais je crois que j'aime vraiment bien l'idée d'être professeur et donc de dépendre d'une hiérarchie, etc. Et puis pour ce côté-là personnel de ma vie, d'être mon propre patron, prendre mes propres décisions, de mes propres choix. Donc je pense que ça serait compliqué là de partager le bébé maintenant, quoi. Oui, très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup Rémi. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci surtout à Rémi pour sa disponibilité et je vous invite à faire un tour sur l'Instagram de Rémi. L'Instagram de Rémi c'est @lemielrémiglaise, le miel Rémi avec un Y, glaise Glaise. Et je vous invite également à regarder son catalogue produit. C'est un format que j'ai rarement vu auprès des apiculteurs. En fait, il y partage l'ensemble des produits qu'il vend.
Et vous pouvez trouver son catalogue produit sur lemielremyglaise.fr. Le miel, Rémi avec un Y, glaise, Glaise.fr. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de noter sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou encore votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous afin de faire connaître le podcast. Si l'apiculture vous intéresse, parce que vous souhaitez observer les abeilles, produire votre propre miel ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremiersruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aide à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremiersruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt!